Donc, alors, pour rappel ou pour ceux qui ne savent pas, les syndromes myélodysplasiques, c'est des maladies clonales. C'est des maladies clonales plutôt de la cellule souche hématopoïétique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un peu une intrication, souvent quand vous faites l'hémato, il y a une intrication entre les maladies hématologiques. Il y a celles que vous connaissez très bien, que vous identifiez assez facilement, les leucémies aiguës. Là, vraiment, on est dans de la maladie hématologique plastique avec un arrêt de la différenciation et une progression de cellules plastiques. Il y a les syndromes myéloprolifératifs, où on est dans la prolifération de cellules matures. Là, il n'y a pas de blast, pas de cellules immatures, c'est vraiment soit des globules rouges, soit des globules blancs, soit des plaquettes qui sont matures. Il y a les syndromes myélodysplasiques. En fait, souvent, moi, quand j'explique aux patients, je leur dis, en fait, c'est la dysplasie, c'est le fait d'être mal formé. Donc, le syndrome myélodysplasique, c'est une hématopoïèse. Les cellules et les précurseurs sont mal formés, sont déformés. Et comme ils sont mal formés, ils meurent dans la moelle avant d'arriver à fabriquer des cellules matures. Et parfois aussi, ils peuvent arrêter de grandir et commencer à proliférer. Donc, en fait, ils sont mal formés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont clonaux. Ils ont acquis, alors, ces cellules-là ont acquis des anomalies par rapport aux cellules normales de la moelle, par rapport aux cellules souches normales de la moelle. Ils ont acquis des mutations, ils ont acquis des anomalies de chromosomes, et c'est ça qui les rend mal formés quand on les regarde au microscope. Donc ça, c'est la myélodysplasie. D'accord? Donc, mort de progéniteur dans la moelle, et quand elles acquièrent d'autres anomalies, elles se mettent à, en plus, arrêter de différencier et progresser. OK? Donc, ça vous fait voilà, les syndromes myéloprolifératifs, les leucémies, et après, il y a une autre case qui est l'aplasie médulaire. Où là, c'est le défaut de fabrication de cellules. OK? Mais il n'y a pas de malformation, il n'y a pas de clonalité, ce n'est pas la même chose. D'accord? Et tout ça sont des syndromes qui peuvent être un peu frontières, puisque vous voyez qu'il y a des frontières entre SND et SMP, il y a des frontières entre SND et l'AM, ça, il y a une sorte d'évolutivité, il y a aussi des frontières entre aplasie médulaire et SND, parfois, parce qu'il y a des formes aplasiques avec dysplasie, ou des SND hypoplasiques. Donc, toutes ces quatre un peu grandes classes de maladies peuvent se croiser et avoir des syndromes un peu frontières. Et dans votre tête, il faut retenir aplasie, pas de cellules, SMP, cellules matures, SMD, mal formées des cellules au cours de l'hématopoïèse, et leucémie, blocage et prolifération. Déjà, si dans votre tête, vous avez ça, c'est plus facile, je trouve, pour après aborder la passion. Après, il y a une entité un petit peu frontière qui est les leucémies myélomonocytaires chroniques, qui est un syndrome entre le myéloprolifératif et le myélodysplasique, parce que c'est une prolifération de monocytes associée à de la dysplasie. Donc, celle-là, gardez-la dans un coin de votre tête, un petit peu à part. OK? Donc, c'est une maladie clonale de la souche hématopoïétique. C'est une maladie du sujet âgé. La médiane d'âge, c'est plutôt 70 ans, d'ailleurs, que 65 ans. Et ça touche plus les hommes que les femmes. L'incidence, c'est 4 cas pour 100 000, mais en fait, si vous montez à l'âge de 70 ans, vous pouvez arriver jusqu'à 20 cas quasiment pour 100 000. Quelles sont les causes des syndromes myélodysplasiques? Un patient vient en consultation, dit pourquoi j'ai un syndrome myélodysplasique et d'autres n'en ont pas. La première cause, c'est l'âge. Le syndrome myélodysplasique, c'est un vieillissement de la moelle osseuse. Alors, c'est un vieillissement qui ne se fait pas très bien, hein, qui se fait sur un mode pré-cancéreux, on va dire. Mais la plupart du temps, on n'a pas d'autre cause que l'âge. Pour un patient qui a une myélodysplasie, la plupart du temps, on dit bon, on sait qu'à cause de l'âge, la moelle vieillissante peut devenir dysplasique. Il y a un certain pourcentage de cas, on va dire autour de 20%, on a des causes identifiées. Alors, il y a les expositions, donc ça peut être les expositions aux radiations ou aux chimiothérapies. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le cancer qu'on soigne de mieux en mieux, on a de plus en plus de patients qui sont exposés à la radiothérapie, à la chimio. Le cancer du sein, c'est une femme sur 7. Donc, une femme sur 7 qui reçoit de la chimiothérapie et qui guérit en plus, souvent, tant mieux, de son cancer. Et ça favorise, c'est un facteur de risque de développer un jour une myélodysplasie. Et d'autres, en dehors de ces expositions, donc essentiellement les rayonnements, les chimios, il y a quelques expositions comme les produits comme le benzène ou certains produits toxiques, ce n'est pas le plus fréquent. Et après, il y a les prédispositions génétiques. Aujourd'hui, on estime entre 5 et 10% des hémopathies myéloïdes en général, et c'est le cas aussi pour les LAM, qui sont liées à des prédispositions génétiques. Donc là, on est dans la maladie génétique depuis la naissance, mais qui prédispose à faire un syndrome myélodysplasique, soit jeune pour certaines causes, soit même âgé pour certaines prédispositions. Le problème de la myélodysplasie,
vous l'avez compris, comme je vous ai dit, comme c'est la mort des progéniteurs dans la moelle qui ne fabriquent pas de cellules du sang, c'est surtout des cytopénies, de ne pas avoir de globules blancs, de globules rouges et de plaquettes, mais effectivement, il y a ce risque en progression, une progression vers la leucémie. Et c'est quand même à peu près un tiers des patients, si on prend tous les SMD, qui progressent en leucémie. Et la physiopathologie, dont on a parlé un peu, c'est à la fois des modifications donc, de chromosomes et des mutations, mais également des modifications épigénétiques, notamment en ce qui concerne le méthylome. Ça vous parle, l'épigénétique, le méthylome, ou pas du tout? Vous pouvez m'interrompre hein, s'il y a des trucs qui sont très obscurs. Bon, là, c'était une intro un peu générale pour vous mettre un peu dans le contexte de ce que c'est un SMD. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, là, elle a encore changé, il manque une case. C'est juste pour vous dire que la classification OMS, personne n'y comprend rien parce que ça change tout le temps. En fait, ce n'est pas si compliqué que ça, mais c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Donc, vous trouverez beaucoup les termes de cytopénie réfractaire, qui sont des anciens anémies réfractaires, cytopénie réfractaire. C'est comme ça que ça s'appelait avant, parce qu'en fait, avant, ça avait été décrit que c'était des patients qui avaient une anémie et qu'on était réfractaire à tout ce qui guérit d'habitude l'anémie. C'est comme ça que ça a été décrit, en fait. Donc, ça s'appelait anémie réfractaire. Mais c'est un mauvais terme. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, ça ne s'appelle plus anémie réfractaire. Hein. Ça s'appelle syndrome myélodysplasique avec dysplasie unie. C'est là. Alors, ça a encore changé là récemment, mais globalement, c'est à peu près ça. Syndrome myélodysplasique avec dysplasie unilignée, dysplasie multilignée, avec sidéroblaste en couronne, avec l'excès de blast 1 ou 2. Puis après, il y a les inclassables et les syndromes frontières avec les syndromes myéloprolifératifs. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a ceux qui ont des excès de blast, après c'est en fonction du nombre d'excès de blast, donc qui sont associés, on a dit une malformation, mais aussi un arrêt de différenciation, un peu de prolifération, et ceux qui sont sans excès de blast. Et parmi ceux qui sont sans excès de blast, on peut avoir dans la moelle une seule lignée qui est atteinte, mégacaryocytaire, rétroïde ou granuleuse, ou alors les 3 lignées, dit multilignée ou unilignée. Dès qu'il y en a 2, on dit multilignée. Et après, il y a certains syndromes à part qui ne sont pas notés là, je vous en reparlerai, le syndrome 5q-, qui est associé à une délétion du bras long du chromosome 5, qui donne une forme particulière, et celles qu'on ne peut pas classer ou qui sont syndrome frontière. Donc, excès de blast, pas d'excès de blast, et 2-3 syndromes un peu à part. Ça, c'est pour vous montrer, parce que bon, le diagnostic de syndrome myélodysplasique, il est cytologique. Donc, ce n'est pas nous qui le faisons en tant que cliniciens, c'est le cytologiste. Et donc, qu'est-ce qu'il voit? Il va voir de la dysmorphie sur les lignées. Donc là, je vous ai mis d'abord la dysmégacaryopoïèse. C'est souvent celle qui est la plus parlante pour la dysplasie. Parce que finalement, vous ne faites pas encore de consultation, mais quand vous verrez le mode d'entrée en consultation d'un syndrome myélodysplasique, c'est un patient qui vient parce qu'il a une anomalie de la numération. Il a des plaquettes basses, il a de l'anémie, peut-être de la neutropénie, parfois une seule délignée. Donc, vous faites le myélogramme et puis vous regardez la conclusion. Quand il y a une leucémie, ce n'est pas très compliqué. Envahissement, 80% de blast, il n'y a pas de question. Un syndrome myélodysplasique, c'est plus fin à diagnostiquer. Parfois, ce n'est pas très compliqué quand toutes les cellules sont hyper mal formées. Mais sinon, il y a des critères. Il faut un certain nombre de pourcentages de dysplasie dans chacune des lignées pour définir le syndrome myélodysplasique. C'est pour ça que pour ceux qui travaillent ici en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, et ailleurs aussi, parfois, il y a marqué légère dysplasie insuffisante pour porter le diagnostic de syndrome myélodysplasique. Donc, ce n'est pas on-off, la dysplasie. Il peut y avoir des choses qui donnent de la dysplasie dans la moelle qui ne sont pas des syndromes myélodysplasiques. Par exemple, les antiviraux, les VIH qui sont sous trithérapie, si on leur fait une moelle, ils ont de la dysplasie, qui n'est pas de la dysplasie de syndrome myélodysplasique. Il y a des médicaments comme ça, des immunomodulateurs, des immunosuppresseurs qui donnent ça aussi. Donc, c'est juste pour moduler un petit peu ce qu'on voit dans la moelle. Donc là, c'est les mégas, les précurseurs des plaquettes. Vous voyez qu'ici, il y a des mégas 1, ça c'est un mégakaryocyte normal. Donc, vous voyez par rapport aux autres cellules, donc en violet qui sont les granuleux et en rouge, là, en rose, le bleu rouge, vous voyez, c'est gros, hein, un méga. Donc, il est grand et il a un noyau avec plusieurs lobes. OK ? Donc, un mégakaryocyte qui n'est pas normal, donc qui présente la dysmégakaryopoïèse, c'est toutes ces anomalies-là. Donc, il y a des anomalies de taille. Vous voyez, là, il est micro-méga, parce que vous voyez, ça, c'est le globule rouge à côté. Vous voyez, la taille, il se rapproche d'une vingtaine du globule rouge. Et puis là, en plus, on voit qu'il a un noyau en plus qui n'est pas... Mais là, ce n'est pas la question de cet endroit-là, mais là, c'est la taille, mais il y a aussi un noyau qui n'est pas du tout comme celui-là.
Et en plus, ils ont une chromatine qui est ici, qui est beaucoup plus lâche que celle qui est là. Vous voyez, là, elle est très dense, là aussi, elle est dense, mais là, elle est trop lâche pour un méga normal. Ensuite, il y a les mégakaryocytes qui ont des anomalies du noyau, sans forcément avoir des anomalies de taille. Là, on voit qu'il est plutôt grand. On voit que le noyau, il n'est pas comme celui-là. Il a un noyau qui est pas autant lobé que celui-là. Là, c'en est un qui a deux noyaux qui sont complètement séparés. Et alors après, ça, c'est typique du syndrome 5Q-, c'est un noyau monolobé excentré. Ça peut vous dire qu'il y a plusieurs anomalies, mais même si on n'a jamais vu... vous arrivez à y aller un petit peu, à voir les lames dans les services où vous êtes non, on va emmener Marielle un peu. Oui, 2 fois. Bon, c'est bien, il faut aller voir parce que c'est vrai que c'est plus facile quand on les a vus en vrai. Donc voilà, c'est vrai que vous voyez quand même là-dessus, même en étant nul en cyto, on voit quand même que ce n'est pas la même tête que ça. Alors, la granulopoïèse, toute la différenciation des granuleux. Donc ça, c'est la différenciation classique que vous avez dans la moelle, hein, une cellule plastique totalement immature, passant par le myéloblast, qui va donner un promyélocyte, un métamyélocyte et un polynucléaire neutrophile. Donc, vous voyez toute la progression et vous voyez que donc, les grains, ils sont là, que quand on arrive au polynucléaire, il a une chromatine qui est bien dense, qui est bien motée, qui est vraiment mature. Il y a des granulations azurophiles et le noyau, il est polylobé. C'est un petit peu en fer à cheval avec plein de petites torsions partout. Quand on a de la dysplasie granuleuse, c'est pareil, à chaque fois c'est la même chose. Hein. C'est le cytoplasme, le noyau, la forme, la taille, toutes ces choses-là hein, qui peuvent varier. Et vous voyez là, ce qui est assez classique, et ça on peut nous le décrire même dans le sang. Parfois vous voyez le sang où il y a marqué anomalie de forme des polynucléaires faisant suggérer une dysplasie. Ça peut être vu sur un frottis sanguin. Donc, par exemple, une des premières choses à faire en consultation quand il y a un patient qui est adressé pour anomalie de la numération, surtout s'il est âgé et qu'on n'a pas envie tout de suite de lui faire un myélogramme, même s'il a des cytopénies et qu'on a exclu les causes périphériques, c'est déjà faire un frottis, regarder au microscope par un cytologiste qui connaît. Ce pas des choses qui sont faites en ville. En ville, c'est des machines qui comptent les cellules, hein, ce pas des gens. Parfois, il y a des gens qui vont les regarder, mais les alarmes, elles sont mises à des seuils très, très, très anormaux. Donc, c'est une des premières choses à faire, de faire un frottis sanguin pour voir ça. Là, vous voyez que les polynucléaires, donc ça c'est dans le sang, ils ne sont pas du tout la même tête que ceux-là. Donc, ils sont monolobés, on appelle ça des pseudo-pelgaires, très motés, beaucoup plus condensés que là, et avec des grains qui ne sont pas du tout pareils. Là, il y en a carrément, là c'est carrément des monstres, quoi. Ils sont juste, ça ressemble même plus à un polynucléaire. Et là, il y a aussi ce qui sont les anomalies cytoplasmiques. Vous voyez, il y a ça, juste pour que vous sachiez, parce que vous le voyez parfois dans les comptes rendus aussi de cytologie, des granulations dites pseudo-pelgiaques, Diakigashi, des choses comme ça. Voilà, c'est des petites choses qui ne sont pas habituellement observées. Il peut y avoir des vacuoles. Les corps d'Howard, c'est vu plutôt, vous savez dans quoi? Dans les leucémies, hein, dans les leucémies du myéloblastique, mais il peut y avoir quand même des corps d'Howard dans la espèce. Il faut quand même, quand on voit ça, on se dit quand même, faut être sûr que ce ne soit pas une leucémie. Et puis, il peut y avoir au contraire aussi une hypergranularité. Alors, l'érythropoïèse. Donc là, vous avez la maturation érythroblastique normale. Vous avez un cours de cyto ou pas? Oui. Ouais. Donc, je ne sais pas non plus. Mais bon, là, c'est centré sur les dysplasies. Mais... Donc, vous avez la maturation érythroïde sur tous les stades. Et là, c'est pareil. C'est toujours pareil. Il y a les anomalies nucléaires, les anomalies cytoplasmiques et les anomalies de taille. Vous allez avoir des noyaux qui n'ont pas la chromatine comme il faut, des anomalies supplémentaires dans le cytoplasme avec parfois même des débris nucléaires. Et vous allez avoir un cytoplasme qui peut être feuilleté. Et ça, c'est la coloration de Pearls pour les anémies sidéroblastiques, qui va avoir ces petits grains qui correspondent à des sidéroblastes. En fait. OK. Alors, un petit peu de physiopathologie pour comment ça se fait, pourquoi on a un SMD. On ne sait pas très bien pourquoi on a un SMD quand on le dit aux gens, mais on commence à avoir une idée de comment ça marche, comment ça s'est développé. Il y a plusieurs choses. Il y a l'environnement. L'environnement, c'est la moelle osseuse. Et les cellules elles-mêmes de la moelle. Donc, les cellules elles-mêmes de la moelle, on a vu, déjà, on en a parlé un peu, les mutations somatiques, les modifications épigénétiques et les anomalies de chromosomes, de gros bouts, qui sont en plus ou en moins. Okay, donc, ça, c'est les cellules de la moelle. Et ça, et tout ce qui est extrinsèque, c'est la moelle, la niche, qu'on appelle la niche hématopoïétique.
Et là, ce sont des modifications micro-environnementales avec des régulations immunitaires. Quand on prend des souris et qu'on leur greffe des cellules de leucémie, on arrive à faire des modèles de xénogreffe. On arrive à avoir des cellules qui s'amplifient et on a des modèles comme ça qu'on pourrait amplifier plein de fois, des super modèles pour tester plein de drogues et tout. Le syndrome myélodysplasique, on ne sait pas faire. Quand on prend des cellules d'un patient qui a un syndrome myélodysplasique, même avec des blastes, et qu'on le met dans une souris, ça ne reste pas. Ça ne fait pas le modèle de xénogreffe. On n'arrive pas à leur donner un syndrome myélodysplasique. Donc, il y a une place de l'environnement dans la myélodysplasie, qui n'est pas que liée à ce que sont les cellules. Donc, en fait, c'est une cellule souche hématopoïétique avec sa cellule mésenchymateuse, qui fait partie de la niche hématopoïétique, qui subit, alors pour le coup, on ne sait pas très quoi, ça peut être une attaque immune, une exposition, le vieillissement, la radio, la chimiothérapie. Du coup, les cellules à l'intérieur de cette niche qui est probablement modifiée deviennent clonales, et les anomalies clonales vont par sélection donner des progéniteurs qui vont mourir, donner des cytopénies, et parfois s'amplifier pour donner une leucémie. Ok, ça vous parle un peu ou... Ouais. Donc, je commence par les anomalies extrinsèques. Donc, la niche hématopoïétique dont je vous ai parlé. Je ne sais pas si vous avez un cours sur la niche, sur l'environnement. Je crois pas. Mais bon, je vous fais rapidement. Globalement, qu'est-ce qu'il y a dans une niche hématopoïétique? Il y a les cellules osseuses, hein, les ostéoblastes. Il y a les cellules mésenchymateuses. Il y a les fibroblastes, il y a des adipocytes. Et puis après, il y a les cellules vasculaires. Il y a aussi les ostéoclastes. Il y a de l'oxygène. Il y a du calcium. Le taux d'oxygène n'est pas le même dans tous les niveaux de la niche. Quand on est vraiment au fond de la niche hématopoïétique, il y a une hypoxie qui n'existe pas dans le sang circulant. Donc, tout ça, c'est important. Et la niche vasculaire est également importante. Et tout ça, ce n'est pas juste mis dans un même sac, ça communique. Et il y a des cytokines, des chymokines, il y a plein de choses qui circulent entre ces différentes cellules et qui se parlent. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a une modulation de l'hématopoïèse, donc de la fabrication des cellules du sang, par les cellules de la niche. Elles impliquent aussi, au-delà du renouvellement et de la fabrication, il y a aussi la migration et la prolifération. C'est-à-dire le fait d'être accroché à la niche, au contraire, de se décrocher et d'aller circuler. Et également la différenciation depuis la cellule souche jusqu'à la cellule mature. Donc, tout ça, c'est influé par les cellules de la niche. Donc, il y a, je vous l'ai dit, les cellules endothéliales, les cellules stéoblastiques, les cellules stromales mésenchymateuses et tous les facteurs. Le TGF-bêta, les chymokines, les molécules d'adhésion, qui sont importantes aussi parce qu'elles accrochent les cellules souches à la moelle, à la niche. Et il peut y avoir aussi les protéines de la matrice extracellulaire, comme la fibronectine et des choses comme ça, qui peuvent jouer aussi dans la modulation du fait que la cellule, si elle est collée contre la niche, elle reste en quiescence, elle ne se développe pas. Et puis si elle se décroche, elle peut être bombardée par les chymokines, par ces choses-là, l'érythropoïétine, tout ça, et du coup venir à se différencier. Donc tout ça, c'est un environnement qui joue et qui compte dans la fabrication de l'hématopoïèse en général et de la dysplasie. Donc ça, c'est des études, l'idée, ce n'est pas de vous parler du résultat de cette étude, mais de vous montrer qu'on a pu corréler la régulation du renouvellement des cellules souches hématopoïétiques et la différenciation à une inflammation. Et ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'une des façons qu'on ait trouvé pour améliorer la prise de xénogreffe des patients qui ont des syndromes myélodysplasiques, c'est de greffer en même temps que des cellules 34+, des cellules mésenchymateuses. Donc, c'est bien la preuve que pour qu'une cellule soit dysplasique, elle a besoin de cet environnement. Alors, évidemment, ce qui va nous intéresser après, vous avez compris, c'est que ça peut être des cibles après thérapeutiques. Hein. Pas juste pour ça. Le but, ce n'est pas de faire de la myélodysplasie, mais quand on le modélise, après, c'est plus facile de savoir sur quoi on peut agir. Donc là, par exemple, un des médicaments dont vous avez entendu parler maintenant pour la leucémie myéloplastique, qui est le venetoclax, qui est un inhibiteur de BCL2. Vous voyez, cette étude, elle date de 2000, donc bien avant l'arrivée du venetoclax. Mais ça montrait déjà qu'il y avait un signal pro-apoptotique BCL2 qui était présent dans les moelles de patients de SND de faible risque, donc qui n'était encore pas très prolifératif, qui faisait l'apoptose des progéniteurs. Mais quand on prenait ces mêmes moelles qui évoluaient vers une leucémie, ce signal disparaissait. D'accord ? Donc, voilà, c'est pour vous dire que tout ça, c'est vraiment important parce que c'est ça qui peut nous permettre après de trouver des cibles thérapeutiques. Et après, la physiopathologie intrinsèque. Donc là, on est dans les cellules
elles-mêmes niveau dysplasique, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Donc, si on prend toutes les anomalies qui existent dans les syndromes myélodysplasiques, il y en a beaucoup. Là, vous avez résumé les anomalies moléculaires et karyotypiques. Il y a différence entre la mutation et l'anomalie du chromosome. C'est bon, c'est OK pour vous. Donc, la mutation la plus fréquente dans les syndromes myélodysplasiques, c'est SF3B1. C'est une mutation qui est impliquée dans l'épissage. Après, il y a TET2, qui est une mutation qui est impliquée dans la méthylation. Je vous en reparlerai après des classes, des familles, des types de mutations. On va essayer un petit peu dans votre tête. C'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de retenir tous les noms des mutations, mais c'est bien de comprendre quelles familles sont impliquées dans les mutations associées au SMD. Vous voyez l'épissage et l'épigénétique. Donc la méthylation, c'est quand même les deux grandes familles qui sont le plus souvent retrouvées mutées. Et après, vous avez assez vite des anomalies chromosomiques. Vous voyez la DEL5Q, qui est la plus fréquente, elle arrive après les 4 premières mutations-là. Et les karyotypes complexes, c'est quand même un nombre de patients assez signifiant aussi. Après, il y a tout un défilé d'anomalies karyotypiques et mutationnelles. Aujourd'hui, des patients qui n'ont pas du tout d'anomalie, qui ont un karyotype normal et pas de mutation, ça serait là, en fait, le petit gris clair là, c'est probablement moins de 5% des patients. Et maintenant que sur les panels sur lesquels on détecte les mutations, on a encore plus de gènes, on est quasiment à 0. Aujourd'hui, un patient qui n'a pas de mutation, qui a un karyotype normal, c'est qu'on n'a trouvé aucun événement oncogénique. C'est rare qu'on conclue un syndrome myélodysplasique. Sauf s'il y a vraiment de la dysplasie majeure dans la moelle, et encore, on va aller essayer de chercher d'autres facteurs qui auraient pu donner ça. Donc, le karyotype, parce que là, je vais vous montrer plein de mutations. Vous avez déjà, je ne sais pas si vous avez déjà passé en cytogénétique pour voir comment ça marche. Donc, c'est quoi la différence entre l'état d'une cellule au moment du karyotype et quand on cherche une mutation? On ne travaille pas du tout sur le même matériel. Hein. C'est comment vous avez une idée de qu'est-ce qu'on fait à la cellule pour qu'on arrive à faire un karyotype. Karyotype, c'est métaphase 2, comme ça. Alors là, tu dis qu'il y a une métaphase. Donc, s'il y a une métaphase, il y a, pour monter bien en avant déjà, pour qu'il y ait une métaphase, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait déjà? Division. Oui, il faut qu'il y ait des mitoses. Déjà, il faut qu'il y ait des cellules en mitose. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir des cellules en mitose? Quand tu prends le sang, la moelle du patient dans ton tube, là, que tu vas apporter au labo. Il faut mettre en culture. Voilà, il faut une mise en culture. D'accord? Donc, une mise en culture dans un milieu où la cellule a ce qu'il faut pour pousser. Donc, c'est déjà une grosse particularité de la cytogénétique, et du karyotype en particulier. Donc, il faut la mettre dans un milieu de culture où elle a à manger, où on met ce qu'il faut pour qu'elle pousse bien, au chaud, dans un incubateur à 37. On fait pousser pendant plusieurs jours, on arrête en général à 48 ou 72 heures, au moment où les cellules sont en pleine division. Et là, on bloque la mitose, on l'étale pour pouvoir arriver à l'observer. Okay, il faut une mitose pour pouvoir après. Donc après, en fait, on travaille sur plein, vous avez déjà vu sur des cercles comme ça, où il y a plein de chromosomes comme ça. Et après, il y a une machine qui découpe les chromosomes et qui les re-range. Et puis après, il y a le cytogénéticien qui vient pour terminer de re-ranger, parce qu'en fait, ce n'est pas toujours mieux d'en avoir. Pour à la fin pouvoir dire, vous voyez, là, l'inversion du chromosome 3, c'est un métier, quoi. C'est pas évident de voir que là, en fait, il y a une petite boule noire qui n'est pas là, et qu'en fait, ça, c'est une inversion du chromosome 3. Donc, le résultat, ce n'est pas si évident. Juste, la question un peu bête, mais l'inversion du chromosome, c'est que le bras court est en bas et le bras... Enfin, oui, alors ça dépend à quel niveau, mais oui, quand il y a une inversion, c'est que c'est un qui fait D'accord. Bon, la trisomie, ça va, c'est facile. Quand il manque un gros bout comme ça, on le voit. Encore faut-il savoir que c'est un chromosome 5 coupé, parce que quand c'est mélangé à tout ça, il ne faut pas le confondre, je sais pas, avec celui-là ou celui-là. Une délétion du bras court du chromosome 17, ça, c'est pas complètement évident, mais bon, a priori, on a mis, ils ont une image de la cytogénéticienne qui me dit ça, même des images qu'elle trouve hyper prototypiques. Pourquoi c'est important? Il y a quoi sur le bras court du chromosome 17? Ouais. Délétion du bras long du chromosome 7, donc celle-là, là, on la voit plutôt pas mal. Et le DEL20Q, là, bon, là, oui, c'est comme ça, on voit. OK? Mais globalement, c'était pour que vous voyez un petit peu quand même que tout ce qui est fait au labo, ce n'est pas complètement évident quand on ne sait pas.
Et donc, quand on... Voilà, donc ça, c'est les anomalies qu'on va montrer. Là, il y a carrément une monosomie du 16, une monosomie du 7. Et après, il y a la fluorescence, l'hybridation par fluorescence in situ par la fiche. Là, ce sont des marqueurs qui sont couplés à un fluorochrome pour voir, là, ce n'est pas fait au niveau de la mitose, hein, pour voir si jamais il y a des anomalies qui sont vues au plan unicellulaire par ces marqueurs. Donc là, c'est sur le chromosome 7. Donc là, en fait, ils ont une sonde, ça c'est le chromosome 7, d'accord? Ils ont une sonde sur le 7Q qui est verte et une sonde sur le bras long, là, enfin, on remarque que ça a l'air d'être centromérique au niveau du 7. Donc on va dire, je ne sais pas laquelle est laquelle, on va dire que c'est la verte qui est là et que c'est la rouge qui est là, je ne sais pas si c'est le cas. Donc il y a une sonde centromérique et une sonde sur le bras long. C'est quoi l'intérêt d'avoir ces deux sondes? Pourquoi on ne prend pas juste une sonde? S'il y a une délétion d'un bras. Oui, parce que là, c'est sûr. Vous avez vu, on a dit une des anomalies les plus fréquentes, c'est la DEL7Q, donc la délétion du bras long du chromosome 7. Si on met qu'une sonde là, on ne peut pas savoir, quand elle n'y est pas, si c'est le bras long qui est délété ou si c'est tout le chromosome 7 qui est parti. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a les deux sondes là, c'est un noyau normal, et là, ben, il n'y a pas les deux deuxièmes. Donc là, c'est une monosomie 7. S'il y avait eu juste un petit ça, plus on va dire que ça c'est vert, un petit signal vert, ben, c'était une DEL7Q. Donc ça permet de façon plus sensible de détecter les anomalies, parce que pour pouvoir dire qu'il y a une anomalie dans un karyotype, il faut avoir fait 20 à 25 mitoses, il faut qu'il y ait au moins 4 mitoses avec la même anomalie. Alors qu'en fiche, quand on le voit, c'est quand même plus sensible. Et l'autre chose, c'est que parfois, le karyotype, ça vous est peut-être arrivé, il ne pousse pas. Justement, on n'arrive pas à avoir de mitose. Et la fiche, on peut la faire, vous avez vu, sur des cellules, même s'il n'y a pas de mitose. Donc, ça aide parfois à détecter des anomalies quand le karyotype n'a pas poussé. C'est l'intérêt de la fiche. Et donc, en général, ils ont designé des sondes pour les anomalies récurrentes qu'on trouve dans les SLD. Ça peut être le cas aussi dans les LN. Donc, pour le 5, pour le 3, pour le 7, on va regarder ces trucs-là. Et après, on peut designer des sondes pour ce qu'on veut, hein, si on cherche une anomalie en particulier. Je suis revenue en arrière, là. Non, je suis heureuse sur les mutations. Alors, attendez, parce que j'ai des messages. Les anomalies morphologiques sur un frottis. Je suis désolée en ligne, je viens de voir vos messages. Les anomalies morphologiques sur un frottis sanguin suffisent au diagnostic où il faut faire un myélogramme pour voir la dysmyélopoïèse au niveau de la moelle. Donc oui, c'est Julien qui a posé la question. Il faut le diagnostic d'un syndrome myélodysplasique, c'est sur un myélogramme. Ce qu'on voit sur le sang, sur un frottis sanguin, ça peut faire suggérer un syndrome myélodysplasique. Mais le diagnostic définitif, il faut un myélogramme. Et culture cellulaire, oui, j'imagine que c'était en réponse avec notre histoire de cytogénétique. Ça, c'était pour vous dire un mot du vieillissement, des cellules souches hématopoïétiques. Ça, vous en avez peut-être entendu parler. Quand on vieillit, on a des mutations dans nos cellules souches hématopoïétiques. C'est-à-dire, si on s'amuse à faire dans la moelle, dans le sang, ça suffit, un panel, un NGS, avec plein de gènes pour voir s'il y a des mutations. Les gens, même en bonne santé, on est à peu près à 10% des gens à l'âge de 70 ans, il y a cet âge-là, qui ont 10% à l'âge de 70 ans qui vont avoir une mutation somatique dans les cellules souches hématopoïétiques. Donc l'âge, de toute façon, est pourvoyeur de mutations. C'est normal, hein, c'est ce qui fait qu'on survit. Les mutations, au départ, c'est pour s'adapter. Donc, sauf que là, c'est un peu ça, au bout d'un moment, c'est pas forcément la bonne adaptation, mais voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que entre l'amyélodysplasie et le vieillissement cellulaire, il y a une sorte de continuum, et parfois, c'est pas si facile que ça de faire le diagnostic. Et donc, ce qu'on appelle les mutations liées à l'âge, c'est aussi les CHIP, clonal hematopoiesis of uncertain significance. C'est des mutations dont on ne sait pas très bien ce qu'elles signifient, mais on sait qu'elles sont associées à l'âge. Aujourd'hui, on commence à mieux connaître ces chips. On sait que c'est associé à des maladies cardiovasculaires. On sait que ça protège contre les maladies démentielles cérébrales.
Donc voilà, on commence à avoir des particularités, mais c'est pour dire que mutation dans les cellules hématopoïétiques ne veut pas dire myélodysplasie. L'âge est pourvoyeur de ces mutations, et on sait aujourd'hui qu'il y a certains types de mutations qui sont plutôt associés à l'âge, et d'autres qui sont plutôt, pas pathognomoniques, mais très en faveur du myélodysplasie. Et après, quand je vous ferai les classes de mutations, je vous dirai celles qui sont plutôt liées à l'âge et celles qui sont plutôt liées au myélodysplasie. C'est du plutôt, hein. Ça peut se voir dans les deux. Et puis on sait que plus on a de mutations, plus on a de risque de faire un jour une maladie hématopoïétique. C'est ça qui est un peu paradoxal. Alors, je vais essayer de remettre ce truc-là. Je ne peux pas remettre ça. Voilà. Alors, ensuite. Voilà. Donc là, je parle justement de chacune des familles de mutations. Donc, il y a les mutations de l'épissage. Donc, en fait, l'épissage alternatif des ARN, ça se fait par un complexe qui s'appelle le spliceosome. Donc, le spliceosome, il contient plusieurs types de protéines, qui sont toutes codées par des gènes, et une mutation dans un des gènes du spliceosome ne conduit pas forcément à la même chose, et il n'y a pas que dans les myélodysplasies que c'est retrouvé. Mais quand même, on a celles qui sont les plus mutées dans les myélodysplasies, il y a SF3B1, ZRSR2, SRSF2 et U2AF1. Comme vous avez vu au début, ce sont parmi les plus fréquentes dans les syndromes myélodysplasiques. Donc, vous avez compris, l'épissage, ça va ensuite choisir les introns, les exons au niveau des ARN. Vous voyez que comme conséquence, quand on a une mutation dans un des gènes qui du coup code pour une protéine défaillante du spliceosome, ça fait que le spliceosome est modulé, défaillant, et du coup, il va y avoir une modification de cet épissage, et ça peut jouer à plein de niveaux, puisqu'on en a besoin partout après. Ce qu'on sait, c'est que quand on prend des cellules souches hématopoïétiques leucémiques contre des patients sains, et qu'on compare, pour le coup, les mutations de l'épissage, c'est vraiment associé au syndrome myélodysplasique. L'âge, les chips, ça ne donne pas ça. Avoir une mutation de l'épissage, ce n'est pas anodin. Voilà. Il y en a une qui est particulière, hein, c'est SF3B1, qui est maintenant pathognomonique d'une forme particulière de syndrome myélodysplasique, qui est le syndrome myélodysplasique avec sidéroblaste en couronne. Donc avant, pour faire le diagnostic d'un syndrome myélodysplasique avec sidéroblaste en couronne, il fallait faire la coloration de Pearce. C'est toujours vrai. Mais si on a un patient qui a une mutation SF3B1 isolée, ça suffit pour poser le diagnostic d'anémie sidéroblastique. Okay. Donc c'est important. Pourquoi? Alors on va dire que c'est important pour classer, parce que c'est quand même pas le même pronostic d'avoir une anémie sidéroblastique. Il faut savoir que les patients avec avec syndrome myélodysplasique de type sidéroblastique, ils ont une espérance de vie qui n'est pas loin de celle de la population générale. Donc c'est vraiment de très bons pronostics. Leur seul souci souvent, c'est qu'ils vont avoir une anémie, rarement atteindre des autres lignées. Ils vont être dépendants transfusionnels, ça va être un souci. Et l'autre chose récente, je ne sais pas si vous le savez, pourquoi ça peut être important de savoir qu'ils sont sidéroblastiques. C'est un médicament qui est indiqué que pour les sidéroblastiques, qui a l'AMM depuis 1 an et qui est disponible depuis 3 mois. C'est l'Uspasercept, l'inhibiteur du TGF-bêta, du TGF, qui est pour l'instant l'AMM que dans les anémies sidéroblastiques, en échec de PO. Donc un patient, on parlera après des traitements, mais c'est pour vous dire que ça a une importance en fait, toutes ces histoires de mutation. Parce que le SF3B1, ça suffit à poser le diagnostic d'anémie sidéroblastique. Quand on a une anémie sidéroblastique chez un patient en consultation, on peut lui dire déjà que son espérance de vie n'est pas loin de celui de la population générale. Parce que quand vous dites en consultation à un patient, vous avez l'impression, parce que les SMD, vous ne les voyez pas, normalement. Vous voyez des leucémies, mais vous ne voyez pas beaucoup de SMD. Vous avez l'impression qu'un SMD, c'est un peu une petite leucémie. Mais ce n'est pas du tout une petite leucémie. Un syndrome myélodysplasique, l'espérance de vie, elle peut être parfois moins bonne qu'une leucémie aiguë qui est inversion du sel. Donc, ce n'est pas une petite leucémie. Et si vous dites à un patient en consultation qui a juste une anomalie de la numération parce qu'il a voulu faire un prêt immobilier, qu'en fait il a un syndrome myélodysplasique et qu'il va sur Internet et qu'il tape syndrome myélodysplasique, il voit une espérance de vie de 1 an, c'est un peu dur, quoi. Donc, si on peut lui dire que c'est une anémie sidéroblastique, qu'en fait il a une espérance de vie qui ne sera pas très différente de la population générale
et qu'en plus il a 2 lignes de traitement devant lui qui peuvent corriger l'anémie, vous voyez, ça module quand même pas mal de discours. Donc c'est important quand même, ces anomalies, pour pouvoir classer les hémopathies et pour pouvoir avoir un discours adapté. La méthylation. Donc ça, je vous ai dit, dans la physiopathologie des syndromes myélodysplasiques, il y a une particularité du méthylome, de l'ensemble de la méthylation de l'ADN et de l'ARN. Vous avez compris à quoi ça sert la méthylation de l'ADN? Pour la transcription. Quand c'est hyperméthylé, il y a peu de transcription, mais méthylé. C'est ça, ça régule en fait la partie d'ADN qui va être effectivement lue, traduite, transcrite, etc., avec celle qui reste finalement silencieuse. Alors, il y a des parties qui sont de toute façon non lisibles, puisque vous savez que la partie du génome qui est lue et qui est effective est très faible, c'est moins de 10%. Il n'y a pas que la méthylation, qui est dans un système d'épigénétique, mais il y a une grosse partie. Donc, il y a des choses qui sont méthylées de façon quasiment constante. Et puis, il y a des choses qui sont très variables au fur et à mesure de la vie, au fur et à mesure de plein de choses. Ce qu'on sait, c'est que c'est régulé par certaines protéines. Et on sait que dans les syndromes myélodysplasiques, une des physiopathologies, c'est l'hyperméthylation. Et en fait, l'idée théorique, alors en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est que ça hyperméthyle des régions où il y a des gènes suppresseurs de tumeurs qui, naturellement, ont une action anticancéreuse, antileucémique, mais qui sont méthylés, du coup, qui ne sont pas lus, et du coup, qui favorisent la survenue de syndrome myélodysplasique ou de leucémie. Et d'ailleurs, quand on regarde les mutations associées au syndrome myélodysplasique, on voit des mutations impliquées dans cette méthylation. Donc, le plus fréquent, si vous connaissez, c'est TET2. Mais il y en a d'autres, les mutations IDH, par exemple. Et probablement qu'en fait, ce n'est pas la même chose d'avoir une mutation de DNMT3A, de TET2, d'IDH. Mais globalement, c'est les 4 que vous verrez. Il y en a d'autres, depuis que les panels sont élargis, mais c'est les 4 principales impliquées dans la méthylation. Alors, ce n'est pas la même chose, parce que TET2, c'est une protéine qui est vraiment impliquée au niveau de la méthylation directement. IDH sont en fait des enzymes qui, quand elles sont modulées, quand elles ont des mutations gain de fonction. Une mutation dans un gène, ça peut conduire à un défaut de la protéine qui va être traduite, à une inactivation complète de la protéine, parfois une inactivation d'un des domaines de la protéine, pas toute la protéine, et puis parfois c'est des mutations qui au contraire activent un truc qui ne devrait pas être activé. Qu'est-ce que vous connaissez comme mutation qui active un truc qui ne devrait pas être activé? Voilà, TET2. Donc, ce n'est pas forcément une non-fonction de la protéine. Et par exemple, là-dedans, TET2, les mutations de TET2, elles sont plutôt inactivatrices, il y aura une perte de fonction de la protéine TET2. Pour les IDH, au contraire, on est dans des mutations activatrices qui vont donner une action enzymatique qui n'était pas connue normalement, qui n'était pas le rôle de la protéine IDH, et qui va faire que la conversion de l'alpha-cétoglutarate en 2HG, 2-hydroxyglutarate, sera modifiée, mais ce n'est pas forcément de la perte de fonction. Mais voilà, vous avez compris, la méthylation, c'est une famille importante. Et là, pour le coup, notamment pour TET2 et DNMT3A, c'est lié à l'âge. C'est-à-dire, avec l'âge, il y a un pourcentage de gens qui acquièrent une mutation TET2, une mutation DNMT3A. Ce n'est pas spécifique ni du tout pathognomonique d'un syndrome myélodysplasique. Par ailleurs, il y a été beaucoup décrit de choses pour TET2 et de l'inflammation et de l'immunité. On pense que TET2 peut être associé à des manifestations dysimmunitaires associées au syndrome myélodysplasique. Alors, je sors un peu du cadre, mais juste pour que vous sachiez, parce que ça devient de plus en plus évident. Les modificateurs de la chromatine. Donc ça, vous en avez plusieurs. Donc c'est pareil, c'est le complexe polycombe qui, pareil, c'est de l'épigénétique, qui va modifier la façon dont la chromatine est compactée. En agissant au niveau du nucléosome et surtout au niveau de ce complexe polycombe. Donc c'est la condensation et le modelage de cette chromatine. Là, les mutations que vous verrez beaucoup, c'est A6L1, peut-être celle que vous verrez la plus, mais il y a aussi les mutations BCOR-BCORL1, ZH2, il y a DOT1L, il y a aussi MLL, même si c'est un peu différent, EP300, CREB-BP et KDM6. Ça, mais voilà, globalement, déjà, celles que vous verrez plus fréquentes, c'est A6L1, ZH2 et BCOR-BCORL1. Donc, tout ça, c'est de la même famille, même si c'est pareil, quand on regarde au détail la façon dont c'est muté, ça ne joue pas tout à fait de la même manière. Mais là, pour le coup, on est dans des mutations qui ne sont pas tellement liées à l'âge. Ça peut, mais un peu moins, notamment A6L1.
Par contre, ce n'est pas forcément spécifique des myélodysplasies. Les mutations d'ASXL1, il y a dans d'autres cancers. Okay. C'est des mutations qui sont importantes aussi quand ces protéines ne sont pas actives comme il faut pour la réponse aux dommages de l'ADN. Quand il y a des bouts d'ADN qui sont cassés dans la réparation de ces bouts, les mutations impliquées dans les modificateurs de chromatine peuvent être importantes dans les défauts de réparation. Les coésines. Vous voyez ce que c'est ou pas, les coésines? Quand on a un chromosome, vous savez, on les a vus tout à l'heure, il y a 2 bras. Okay. Et pour qu'au moment de la mitose, chaque bras aille bien, que chaque chromosome qui se divise en 2 aille bien de son côté, il faut que les chromatines fer soient bien à côté, notamment en haut là. Il y a des protéines qui s'occupent de ça. C'est ça qui s'appelle les coésines. La cohésion entre les 2 chromatides sœurs. Et au moment de la ségrégation chromosomique entre la métaphase tardive et l'anaphase précoce, elles sont importantes. Parce que du coup, si elles sont mutées et qu'elles sont plus fonctionnelles, il y a des bouts de chromosomes qui ne partent pas du bon côté. Vous voyez comme ça peut être embêtant. Donc ça a un rôle aussi dans la réponse aux dommages de l'ADN et dans l'intégrité génomique. Vous avez bien compris pourquoi. En vrai, c'est un peu plus compliqué, mais je trouve que c'est bien de visualiser comme ça on s'en clair. Donc, celles que vous allez voir plus souvent, STAC2, RADV1, SMC1A et SMC3. Donc, il y en a d'autres depuis. Mais c'est celle-là les plus connues. Alors après, il y a les facteurs de transcription. Donc ça, vous les connaissez souvent mieux parce que vous les voyez plus fréquemment. Donc il y a RENIX1, qui fait partie du complexe CBF. Et globalement, c'est un régulateur majeur de l'hématopoïèse, surtout au niveau de la différenciation. Ça agit à plein de niveaux. Il peut être muté, il peut être amplifié, il peut être transloqué. Et pour le coup, on sait que c'est associé à l'âge, c'est-à-dire les hémopathies du sujet âgé sont plus souvent associées à RENIX1. Donc depuis, on sait que c'est un peu différent. Par ailleurs, comme vous savez peut-être, il peut y avoir aussi des mutations constitutionnelles de RENIX1, donc génétiques dans toutes les cellules, qui prédisposent au fait de faire un syndrome myélodysplasique ou de leucémie. Mais bon, là, on en parle en mutation somatique, en mutation active. Pareil pour GATA2, qui est un facteur de transcription qui régule la survie et le renouvellement des cellules souches hématopoïétiques. Donc là, on est vraiment plus dans le renouvellement, dans la survie. Et il peut être muté dans les syndromes myélodysplasiques, mais il existe aussi muté de façon constitutionnelle dans des familles où toutes les mutations GATA2 qui se transmettent, qui favorisent aussi la survie du syndrome myélodysplasique et des leucémies. Okay. Et après, il y a la transduction du signal. Donc ça, c'est toute la famille des mutations RAS. Il y a aussi la FLT3, KIT, NF1, CSF3R, PTPN11, MBL, CBL, QX1. Ça, c'est des mutations qui sont associées à un avantage prolifératif. Donc, souvent, ce n'est pas de bon pronostic parce que c'est des patients qui ont des syndromes un peu frontières avec des syndromes myéloprolifératifs, notamment par exemple CSF3R, qui est associé à une entité qu'on appelle la leucémie myéloïde chronique atypique, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont plein de polynucléaires neutrophiles et qui ont aussi de la dysplasie dans la moelle. Donc, c'était un peu frontière entre le syndrome myéloprolifératif et le syndrome myélodysplasique. Et les mutations TRAS, globalement, sont associées à des moins bonnes réponses au traitement, et ça s'est retrouvé aussi dans les leucémies. Donc, ça peut être différentes voies de finalisation. Ce n'est pas les mêmes pour FLT3 ITD, pour KIT, pour RAS, ce n'est pas les mêmes. Mais globalement, quand on a, en fonction du type de voie, on peut avoir des voies que vous connaissez bien, comme par exemple la voie JAK-STAT, mais il peut y avoir aussi la voie RAS, GTPase. Ça, c'est pareil, c'est important parce que après, quand on va chercher des thérapies ciblées, ça ne sera pas les mêmes. Et c'est clairement des mutations qui sont associées à la progression tumorale, donc à la progression leucémique. Quand on voit un syndrome myélodysplasique qui a des mutations RAS, on se dit quand même que probablement assez vite, il va progresser sur les formes plus leucémiques. Et j'ai gardé TP53 pour la fin, puisque là, c'est vraiment une protéine qui est à part. Elle est à part parce qu'elle joue à plein de niveaux, P53. La régulation du cycle cellulaire, la prolifération, l'apoptose, la réparation de l'ADN, la sénescence, le métabolisme, l'autophagie.
Elle joue même aussi dans la progression et la migration de certaines cellules. Donc, globalement, c'est vraiment un régulateur important de toutes ces fonctions cellulaires. Et clairement, quand il y a une mutation, ça empêche. En fait, pour retenir, c'est un peu une sorte de protecteur naturel, P53, de protéines qui permet que les cellules qui ne sont pas normales doivent mourir. Et donc, si on ne l'a plus, eh ben, ça permet que certaines cellules qui devraient mourir parce qu'elles ont des anomalies importantes puissent exister et donc favoriser le cancer en général. C'est associé à des mauvais pronostics, quel que soit le stade, et c'est le cas aussi dans la leucémie. Donc, le problème des patients qui ont des mutations P53, c'est qu'ils ont donc la protéine P53 qui est plus active. Donc déjà, on ne peut pas mettre un inhibiteur. Hein. Vous verrez, comme par hasard, les thérapies ciblées qu'on a dans les leucémies et les syndromes myélodysplasiques, c'est des inhibiteurs de mutations qui sont activatrices. C'est plus facile d'aller stopper un truc qui active un truc qui ne devait pas être activé que d'aller reconformer une protéine qui ne fait plus sa fonction. Et le problème dans P53, c'est que pour cibler P53, il faudrait arriver à reconformer la fonction de cette protéine. Donc, il y a des molécules qui sont en cours de développement qui font ça, mais ce n'est pas évident. Donc, ça associe vraiment un mauvais pronostic, y compris après la greffe hormonale. Donc là, je vous ai parlé de l'extrinsèque, l'environnement, des cellules elles-mêmes, ce qu'elles ont comme mutation et comme anomalie de chromosome pour devenir une myélodysplasie. Et là, je vais vous parler un tout petit peu de qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un syndrome myélodysplasique à une leucémie aiguë. OK ? Alors, avant, on pensait... Ça va déjà jusque-là ou pas? Vous avez des questions? Non? Je regarde s'il n'y a pas des questions en ligne. Non, parce que parfois, j'en perds un gros bout là, dans l'imitation et tout. Non, ça va, c'est clair quand même un peu. Avant, on pensait que c'était de l'accumulation. On avait une cellule, elle mute un peu, elle fait une myélodysplasie, elle mute beaucoup, beaucoup, et puis elle devient une leucémie. En fait, ce n'est pas tout à fait comme ça. La myélodysplasie, quand je vous ai dit au tout début, je vous ai dit c'est une maladie clonale de la cellule souche hématopoïétique. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est une maladie polyclonale de la cellule souche hématopoïétique. C'est-à-dire qu'on sait, dans une leucémie, on fait une LAP, une leucémie aiguë promyélocytaire, c'est un événement. D'accord? PML rara, un événement. Ça suffit à faire la leucémie. Dans la myélodysplasie, c'est plus compliqué. C'est une moelle qui est polyclonale. Donc, elle a plein de clones. Et c'est pas, quand il y a plusieurs mutations, ce n'est pas forcément tous imbriqués comme ça. Hein. C'est en fait, on s'est rendu compte maintenant que c'était plusieurs mutations, qu'il y avait plusieurs clones. Qu'il pouvait y en avoir un avec l'anomalie karyotypique et 2-3 mutations, un autre qui a 2-3 mutations mais qui n'a pas les mêmes, certains qui ont donné des sous-clones, c'est plus compliqué que juste une cellule qui, avec le temps, a une deuxième anomalie puis une troisième anomalie. Donc avant, on était sur ça, sur des modèles comme ça. On a un patient sain, on a un patient qui a une hématopoïèse clonale mais qui n'est pas vraiment malade, en TET2 par exemple chez un patient âgé, et puis il se met à faire une autre mutation qui fait qu'il a une myélodysplasie, et puis une dernière mutation qui transforme. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas la majorité des cas. Aujourd'hui, ce qu'on sait, donc tout ça, ça a pu être fait assez récemment, c'est grâce aux techniques. Vous aurez des cours, je crois, un peu plus biologiques, où on arrive maintenant à séquencer une seule cellule. Donc, quand on a regardé, avant, on pouvait séquencer qu'un bulk. On pouvait séquencer que toute la moelle. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à séquencer une seule cellule ou un tout petit groupe de cellules, et donc on arrive à voir ça. Avant, on ne savait pas. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on prend une leucémie, chez un patient qui avait avant une myélodysplasie, et bien parfois, on ne retrouvait même pas le clone de la myélodysplasie. Donc, on n'était pas là-dedans. Là, on a toutes nos cellules. Si on cherche la rose, là, elle est là. Si on cherche la violette, elle était déjà là, on les retrouve. Là, si on se met là, si on cherche la marron, là, on ne la voit pas au moment de la leucémie. Et donc, en fait, il y a des modèles de progression leucémique qui sont des modèles branchés, où il y a un clone qui est là à un moment, mais après, la progression qui peut disparaître. Un que vous connaissez peut-être, c'est par exemple les syndromes myéloprolifératifs, qui sont JAK2 mutés. Quand ils progressent en leucémie, c'est un des risques, hein, ils perdent leur JAK2. Parce qu'en fait, ce qui était l'état de leur moelle au moment où ils ont acquis d'autres anomalies qui leur ont permis de progresser, ce clone, il n'avait plus d'avantage JAK2 après, et donc il a disparu. Tout ça, c'est une histoire de compétitivité des clones entre eux qui, à un moment donné, ont un avantage. Parce que le but de la cellule, c'est de survivre. Elle va tout faire pour essayer de survivre. Donc, à un moment donné, dans un environnement dysplasique, elle va essayer de trouver une mutation qui va lui donner un avantage. Puis d'un coup, hop, il y a un clone qui va emmener tout ça, mais à un temps donné, elle va perdre le clone qui lui donnait un autre avantage à un autre moment.
Donc, on est sur des modèles branchés. On n'est plus tout à fait sur des modèles linéaires, particulièrement dans la progression de la myélodysplasie à la leucémie. Ça va un petit peu avec ce que je vous disais sur l'extrinsèque, sur les signaux BCL2, par exemple, quand on regarde dans le plasma de ces patients qui étaient retrouvés. Ce n'est pas les mêmes chémokines, ce n'est pas le même environnement, et en fait, ce n'est pas tout à fait les mêmes mutations. Et donc, vous voyez qu'en fait, je vous ai parlé des classes, et c'est important, parce qu'on voit que, par exemple, les mutations associées à la méthylation, on voit qu'entre une cellule normale et une cellule myélodysplasique, il y a plus de mutations de méthylation dans la myélodysplasie, mais entre le SMD et la LAM, il n'y a pas plus de mutations de méthylation. Les TET2, DNMT3A et tout ça, ils n'ont pas des VAF qui progressent avec la progression leucémique. Donc, probablement que les mutations de la méthylation ne conduisent pas à la leucémogénèse du SMD à la LAM. Si vous prenez au contraire les mutations RAS qui sont là, vous voyez que toutes elles ont quasiment, bon là il y en a une, je ne sais plus ce que c'est, mais sinon toutes elles ont progressé avec la progression de la myélodysplasie vers la leucémie. Donc elles n'ont pas tout à fait le même rôle. Il y en a qui peuvent avoir un rôle favorisant le SMD mais pas la transformation, et d'autres qui sont plus associés à la transformation. C'est assez schématique, parce qu'évidemment ce n'est pas aussi simple, mais quand même il commence à se dessiner des tendances. Okay, donc l'épissage et la méthylation, c'est plutôt pas trop associé à la progression leucémique, alors que les modificateurs de chromatine, on ne s'est plus débattu, mais ceux de la transcription du signal, c'est clairement associé à une progression. Alors, là, j'ai fini avec tout ce qui est physiopathologie voilà, du SMD. Après, là, je passe dans des choses qui vont peut-être un peu plus vous parler, plus concrètes, le pronostic, la classification, les traitements. Mais je pense qu'une fois qu'on a compris ça, c'est plus facile de comprendre la chose. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? On enchaîne? Alors, là, je vais aller un peu plus vite parce que je trouve que c'est assez rébarbatif à regarder. Donc, je vais juste vous dire globalement, pour classer un syndrome myélodysplasique, c'est-à-dire pour pouvoir dire comment il va évoluer, quel est son pronostic et du coup, comment il faut le traiter, on prend globalement en cause 3 choses, les cytopénies, donc la numération, le nombre de blastes dans la moelle et la cytogénétique, donc les karyotypes. Plus récemment, on peut prendre en compte les mutations. La dernière classification IPSS prend en compte les mutations. Il y avait un IPSS avant, qui avait 3 catégories. L'IPSS révisé, qui avait 5 catégories, parce qu'en gros, ça a changé, parce qu'on n'a pas mis le même nombre de points pour le nombre de blastes, pas le même nombre de points pour les cytopénies. On n'a pas classé pareil les karyotypes. Et maintenant, on a l'IPSS moléculaire, qui est en fait une application dans laquelle on va rentrer, vous voyez, tous ces critères-là de mutation pour définir un pronostic. En pratique, je trouve que ce n'est pas très important pour vous et pour nous non plus. Quand on voit des SMD tout le temps, on ne fait pas le IPSS. L'IPSS éventuellement, parce que c'est assez vite fait, mais l'IPSSR, l'IPSS moléculaire, en fait, on ne sait pas à quoi ça sert. En fait. Ça sert pour les essais cliniques, pour pouvoir vraiment comparer les groupes après. Mais en pratique, en routine, ce n'est pas un truc qu'on utilise tous les jours. En tout cas, ce qui est important quand même, et c'est ce qu'a pu montrer ces classifications, c'est que c'est quand même du coup très hétérogène l'espérance de vie d'un patient avec un syndrome myélodysplasique. Vous voyez que si vous êtes de très faible risque, vous avez une espérance de vie là, une médiane d'espérance de vie qui est quasiment à 10 ans. Si vous êtes un syndrome myélodysplasique de très haut risque, vous avez une espérance de vie de moins de 6 mois. Donc, en fait, c'est juste ça qu'il faut que vous reteniez. Ça nous permet de classer les syndromes myélodysplasiques globalement en faible ou haut risque. Ça n'a pas que les mêmes prises en charge. Et cette classification, elle se fait sur la moelle et le sang, avec les blastes, la cytogénétique et les cytopénies. Si vous avez compris ça, c'est l'essentiel. Okay. Après, les mutations, les trucs, c'est des choses un peu d'hyperspécialité. Mais il faut vraiment retenir que c'est ça qui définit le pronostic. Et certes, on peut compter en fonction du nombre de blastes dans la moelle, le nombre de points, etc. Mais vous voyez bien que d'un côté, il va y avoir les patients avec des excès de blastes, des karyotypes défavorables et des cytopénies. Et à l'opposé, il va y avoir des patients qui ont juste des cytopénies, pas trop de blastes dans la moelle et des cytogénétiques pas trop défavorables. OK ? Ça, c'est même quasiment plus d'actualité parce que maintenant, la nouvelle classification OMS définit la leucémie à partir de 10% de blastes dans la moelle. Avant, entre 0 et 20%, entre 5 et 20%, on était syndrome myélodysplasique, au-delà de 20%, on était LAM. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, entre 10 et 20% dans la moelle, on peut être LAM, par exemple, si on a une inversion du 16, si on a un CBF, si on a des choses comme ça.
Et au contraire, si on a un caractère complexe avec plein d'anomalies, on sera sur une entité qui s'appelle SMD-LAM. Voilà. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la frontière est moins claire. C'était déjà le but de ces diapos qui ont été faits maintenant il y a plus d'1 an. Et c'est 2022, la nouvelle classification. Et en fait, pour vous montrer que quand on comptait 100 cellules, vous voyez, le même patient va être classé de 13 à 29% de base dans la moelle, selon l'endroit où il est compté. Quand on en compte 500, on est quand même entre 16 et 23, même sur 500 cellules. Et les cytologistes, aujourd'hui, ils comptent plutôt 200, ils comptent rarement 500. Vous voyez, entre 15 et 26, voilà, on peut avoir soit un SMD, soit une LM. Ce n'est pas très important, mais bon, voilà, ça peut varier. Et toutes les mutations dont je vous ai parlé, clairement, il y a les mêmes dans les LAM. Alors, il y a des mutations qui sont plus associées au LAM. Par exemple, NPM1, aujourd'hui, pour nous, c'est une LAM. SMD NPM1, ça arrive, mais ce serait rare. Par contre, SS3B1, dont je vous ai parlé dans l'anémie sidéroblastique, dans les LAM, c'est très rare d'en voir. Donc, il y a quand même certaines mutations qui sont plus associées à l'un ou à l'autre, mais vous voyez tout le reste, là, TET2, IDH, RNX1, TP53, même ASXL1, en fait, en bleu, vous avez les LM, en orange, les SMD, c'est vraiment, ça se superpose, en fait. Donc, il y a des maladies qui sont vraiment communes. Donc, je pense qu'il y a je ne sais pas qui vous fait le cours sur les leucémies d'une lymphoblastique, mais vous déjà avoir le même genre de taux. Juste une question sur la présentation clinique. Est-ce que ça peut aider à discriminer entre une LAM ou un SMD? Oui. Ou est-ce qu'une SMD, ça peut évoluer très vite Alors, effectivement, tu as raison. La première fois, quand on voit le patient, on a juste une photo à intenter. Donc, le plus important, c'est l'évolution. Quand tu as un patient très cytopénique, c'est rare qu'il ait très peu de glace dans la moelle. Quand tu as un patient qui arrive avec 20 000 plaquettes, 7 grammes d'hémoglobine et 200 de trop, c'est rarement un SMD de faible risque. Maintenant, quand tu as un tableau plus modéré, il faut faire la moelle parce que c'est elle qui va te dire. On peut avoir des surprises. On peut avoir des patients qui vont avoir 10 grammes d'hémoglobine, 80 000 plaquettes et 700 de trop, où on se dira c'est peut-être un SMD débutant et en fait, il a déjà 18% de place dans la moelle. Ce ne sera pas la même chose à ce moment-là que s'il a 2%. Et ça ne sera pas la même chose s'il a un cariotype complexe ou s'il a un cariotype normal. Et ça ne sera pas la même chose s'il est muté 15 000 mutations ou s'il en a pas. Donc, c'est un ensemble de choses. Mais cliniquement, effectivement, c'est quand même assez corrélé, le taux de blast avec la profondeur des cytopénies. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Alors, la prise en charge des SMD. Donc là, vous avez compris, on les a classés en haut risque ou faible risque. Ils n'ont pas du tout la même survie. On est chez du sujet âgé quand même, puisque la médiane est plutôt 70 ans. Et on va être obligé de prendre en compte tout ce qu'on a dit là, le type de SMD, la cytogénétique, les cytopénies, les mutations, mais aussi, et c'est très important, dans la prise en charge des SMD, on va prendre en compte le patient. Et ça, alors, toi, Marielle, tu le vois pour les leucémies, on est obligé, quand on a un patient de 70 ans, de voir comment il est, quelle est son autonomie, comment est son performance statut, quelles sont ses comorbidités, tout ça, ça va jouer dans ce qu'on peut lui proposer ou pas. Il y a tout ce qu'on peut lui proposer en théorie et puis il y a ce qu'on peut lui proposer en vrai. Et surtout aussi, à tous les âges, mais d'autant plus à cet âge-là, le patient, il a un avis. Il a un avis et il a une vie. Et il va falloir s'inscrire là-dedans. On ne traite pas de la même manière quelqu'un qui, une fois qu'il sait un syndrome médiaspasique, va aller tous les jours voir sur Internet, être dans toutes les associations de patients, va avoir tous les derniers traitements, hyper à fond et prêt à faire 15 000 essais cliniques et toute sa vie, ça va être comme ça, qu'un patient qui est dans le déni complet de la maladie, qui a des conditions de vie qui fait que, qu'il n'a pas de maison. Enfin, on a des patients comme ça aussi, quoi. On est obligé de tenir compte de tout ça pour traiter un patient qui a un syndrome médiaspasique. Donc, globalement, on va avoir les SMD de faible risque qui ont des cytopénies et qui sont fatigués. Ils ont 70 ans. Ils vont vivre 5 à 10 ans. Leur problème, ce n'est pas de les guérir. On ne va pas chercher à les guérir. Il y a un seul traitement qui permet de guérir la myélodysplasie. Vous savez ce que c'est? C'est quoi? L'endolytomie. L'allogreffe. Ouais. C'est la seule chose qui guérit du syndrome médiaspasique. L'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Donc, c'est une procédure lourde, toxique, avec une mortalité importante, d'autant plus qu'on est âgé, et en plus, il faut un donneur. Donc, on va proposer les allogreffes aux patients qui ont des formes graves, avec une espérance de vie limitée,
Donc, que au SMD de haut risque, globalement, retenez. SMD de faible risque, on ne va pas leur proposer une greffe. Ils ont une espérance de vie de 5 à 10 ans. Ils ont 70 ans. Voilà, la greffe, chez ces patients-là, la TRM, la mortalité liée à la greffe, c'est 30%. Alors, bien sûr, là, je vous fais des discours caricaturaux. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des cas où on discute, etc. Mais globalement, un certain nombre de faible risque, il a une survie certes limitée, mais il va être surtout embêté par le fait de ne pas avoir assez de globules. Il va avoir assez de globules rouges, globules blancs, de plaquettes. C'est ça son souci. Et la cytopénie la plus fréquente, c'est l'anémie. OK ? Donc, dans les syndromes myélodysplasiques de faible risque, on ne va pas chercher à les guérir, on ne va pas chercher à les greffer, on va chercher à améliorer les cytopénies et à améliorer leur qualité de vie. Les syndromes myélodysplasiques de haut risque, ce n'est pas le même débat. Vous avez vu, la survie, c'est 1 an. Le risque de progression en leucémie, il est réel. Et puis en plus, c'est des leucémies qui ne répondent pas bien quand elles sont secondaires à un syndrome myélodysplasique. Ce n'est pas comme une UD21. C'est une moins bonne réponse aux chimiothérapies. Donc là, on va chercher à limiter la progression en leucémie et à améliorer l'espérance de vie. Donc chez ceux qu'on ne peut pas greffer, on va essayer de faire autrement. On ne pourra pas non plus les guérir, mais on va quand même essayer de les mettre en rémission et d'essayer d'améliorer leur espérance de vie. OK ? Alors, ça paraît très compliqué, mais en fait, ce n'est pas compliqué. Là, c'est le diagramme de prise en charge d'un SMD de faible risque. Donc, je vous dis, 80% des cas, le vrai problème, c'est l'anémie. Donc, soit l'anémie, elle n'est pas symptomatique. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui arrivent avec un diagnostic syndrome myélodysplasique parce qu'ils ont 10 grammes d'hémoglobine, 11 grammes d'hémoglobine, ce n'est pas normal. Mais on a cherché, patient qui a 10 grammes d'hémoglobine, 10,5. Il n'est pas très fatigué, mais il a fait une NUM parce que son médecin traitant a fait une NUM. Le médecin traitant a fait la ferritine, il a fait B12, le folate, la thyroïde, il n'y a pas de syndrome inflammatoire. Il a cherché toutes les causes, il n'a rien trouvé, il a adressé à l'hématologue. L'hématologue a dit bon, il a 80 ans, mais ce n'est pas normal d'avoir 10,5 d'hémoglobine, on fait un myélogramme. On trouve 6% de blast, une cytogénétique normale. On a juste de l'anémie, un syndrome myélodysplasique de faible risque avec une anémie isolée. Mais là, l'anémie, le patient lui dit mais moi, c'est mon docteur qui m'a dit ça, mais moi, je ne me sens pas malade. Il y a des anémies qui ne sont pas symptomatiques, surtout quand elles sont à plus de 10 grammes. Donc, dans ces cas-là, surtout, on ne fait rien. On surveille le patient. On va le revoir en consultation régulièrement pour voir s'il y a une aggravation des cytopénies. Il faut voir que c'est parfois pas facile à vivre pour les patients. On va dire qu'ils ont un syndrome myélodysplasique, mais on ne fait rien parce qu'ils ont besoin de rien à ce stade. Alors après, il va y avoir quand l'anémie devient symptomatique, c'est-à-dire quand ça commence à descendre en dessous de 10 grammes, quand les patients commencent à être symptomatiques de leur anémie. Donc, les symptômes, c'est, vous connaissez les symptômes de l'anémie, c'est quoi? Pas leur cutanéo-conjonctivale, mais ça, c'est un symptôme qui voit toi, qui le voit, mais lui, ça ne le dérange pas trop d'être pâle. L'asthénie, la dyspnée. C'est surtout la dyspnée à l'effort au départ. Et parfois, ils décrivent aussi en fait, des douleurs dans les jambes à la marche. Ça peut être des douleurs musculaires au moment des efforts. Donc, ça peut vraiment les gêner. Il y a des gens qui ont 70 ans, qui sont hyper actifs, qui courent, qui ont du vélo, voilà, et puis parfois, ils consultent en disant, même s'ils ont 9,5 g, ils disent, moi, avant, je faisais ma rando, mon truc, là, je ne peux plus. Au bout de 100 mètres, je suis essoufflée. Ça gêne dans la vie quotidienne. Donc là, on est sur une anémie symptomatique. Et puis après, il peut aller jusqu'au besoin de transfusion. Et donc là, on va essayer de faire remonter l'hémoglobine. Donc là, le traitement, c'est l'érythropoïétine. Alors, en vrai, on peut doser l'érythropoïétine endogène parce que si elle est trop haute, on sait qu'il ne va pas répondre à l'EPO. Mais en pratique, on ne le fait pas tellement. On donne de l'EPO à tout le monde et on voit si ça marche. Donc, là-dessus, retenez juste ça. SMD de faible risque avec une anémie symptomatique, EPO. Il y a plusieurs types d'EPO, je ne reviens pas dessus, ce n'est pas ça qu'importe. On prescrit de l'EPO à dose efficace. Est-ce que vous savez, au bout de combien de temps on sait si l'EPO marche? 3 mois. Donc, ce n'est pas tout de suite. Quand on voit le patient en consulte, qu'on nous prescrit l'EPO, on lui dit rendez-vous dans 3 mois. Si au bout de 3 mois, il n'a pas remonté son taux d'hémoglobine ou que, qui plus est, il est toujours transfusé ou transfusé, ça ne marche pas. Il faut du temps. Donc, on a donné de l'EPO. Soit l'EPO, ça marche, très bien. Le patient, il est content. Il a sa piqûre, il peut le faire même lui-même, si auto-injectable. Il fait sa piqûre, il revient à son hémoglobine. Il faut faire attention quand on prescrit de l'EPO parce que ça ne dépasse pas 12 grammes d'hémoglobine. Parce qu'il y a des patients qui se retrouvent, c'est les coureurs cyclistes, des patients qui se retrouvent à 18 grammes. Les patients peuvent faire une thrombose. Il faut quand même surveiller les nus. Les patients qui ont prescrit l'EPO. Donc, ils sont contents, ils ont leur EPO, ça marche. Ça dure combien de temps quand ça marche, vous savez? Préavis 6 mois. C'est dans 2 ans en médiane, la réponse à l'EPO.
Donc, bon, on ne dit pas tout de suite au patient, hein, quand il est super content que ça marche, mais quand même, on sait qu'un jour, ça ne va plus marcher. Et aujourd'hui, quand le PO ne marche plus, si c'est un syndrome 5Q, on peut proposer le lénaludomide, le Revlimid. Et si ce n'est pas un syndrome 5Q, on n'a pas tellement d'autres solutions, sauf aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, si jamais il est sidéroblastique, on peut proposer maintenant le Luspatercept qui s'appelle Reblozyl. Okay. Et pourquoi 2 ans? Pourquoi ça dure 2 ans, je ne sais pas. C'est une bonne réponse, une bonne question, je ne sais pas. Il n'a pas été décrit, on a regardé les mutations, s'il y avait une modification sous EPO, mais je ne sais pas trop pourquoi il y a un échappement. Donc ça, je vous en ai parlé, les différents types d'érythropoïétine, les doses et tout ça. Bon, je vous en parle là, ça vous pouvez le trouver dans le Vidal, hein, ce n'est pas très intéressant. Le Luspatercept, donc c'est celui dont je vous ai parlé. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des regains d'efficacité quand on change le PO? Pas du tout. Pas trop. Il y en a qui le font, enfin, il y a certains prescripteurs qui vont te dire si j'ai changé de PO, ça marche. En vrai, on le fait parce qu'on n'a rien d'autre. On peut être amené à le faire, à essayer de changer de PO, mais globalement, en fait, ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas, malheureusement, ça ne marche pas. On peut éventuellement. Alors, normalement, ce qui est recommandé, c'est de commencer à une dose assez faible. Et si ça ne marche pas au bout de 3 mois, de monter la dose. Et après, quand tu arrives à la dose max, ça ne marche pas. Voilà. En pratique, quasiment tous les gens qui voient beaucoup de syndrome myélodysplasique, en fait, on commence tous à des doses plutôt fortes. Comme ça, au moins, on sait si ça ne marche pas. Et quand ça marche, si c'est trop dosé, ben, on diminue la dose. Mais la recommandation, c'est de commencer pour des doses assez faibles. Donc, le Luspatercept, lui, il n'agit pas au même niveau de l'hématopoïèse, de l'érythropoïèse que le PO. Il y en a un qui est plus associé à l'érythropoïèse précoce que à l'érythropoïèse terminale. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des essais maintenant qui associent les deux. Mais globalement, ça ne joue pas du tout au même endroit. C'est sur la voie du TGF-bêta. Et donc, comme je vous l'ai dit, depuis l'AMM depuis un petit moment, depuis 1 an quasiment, mais c'est proposé aux patients seulement depuis quelques mois et uniquement dans les sidéroblastiques. Donc ça, c'est l'étude qui a... Enfin voilà, c'est parce qu'au moment où j'avais fait ces diapos, l'étude était en plein truc, on disait qu'on allait avoir le médicament, et donc ça, c'est... Je ne vous les montre pas, vous pouvez le voir dans le New 2020 si vous voulez, mais c'est l'étude qui a pu conduire à l'AMM de ce médicament. C'est pour dire qu'il y a ça en plus dans l'arbre que je vous ai montré qui date, vous voyez, maintenant de 2013. Donc, voilà. Donc voilà pour les SMD de faible risque. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a le PO, le Revlimid et le Luspatercept depuis pas très longtemps. Alors après, il y a d'autres approches. Pour les syndromes myélodysplasiques de faible risque, qui ont des critères quand même de risque évolutif important, on peut être amené à proposer la greffe, par exemple, s'ils sont très jeunes, s'ils sont très dépendants transfusionnels, s'ils ont des fortes cytopénies associées, etc. Et l'autre chose, c'est que chez les patients qui ont des syndromes frontières avec les aplasies médulaires, c'est-à-dire les syndromes myélodysplasiques qui n'ont pas tellement de glace dans la moelle, qui n'ont pas tellement d'anomalies cariotypiques, mais qui ont des moelles très pauvres avec quasiment 0 globules blancs, 0 globules rouges, 0 plaquettes, sont proches d'une aplasie médulaire. Là, on peut proposer une approche par traitement immunitaire par sérum anti-lymphocytaire cyclosporine, un peu comme dans les aplasies médulaires. Voilà, c'était juste pour que vous sachiez qu'il y a ces approches. Pour les SMD de haut risque, on est dans le risque d'évolution leucémique. Et là, en gros, quand on traite de toute façon, et clairement le but, quand on peut, ça va être d'aller à la greffe, parce que c'est le seul traitement qui va permettre de guérir. Le traitement, quand il y a un patient qui a moins de 10% de glace dans la moelle, de plus en plus, on essaie de le greffer d'emblée. Le problème, c'est que ça peut prendre du temps à organiser la greffe, donc on ne veut pas qu'il progresse. Mais sinon, on peut traiter upfront un patient par une greffe, ce n'est pas le cas dans la leucémie. On arrive, on diagnostique syndrome myélodysplasique, il y a 8-10% de glace dans la moelle, le patient est transfusé, tout ça, on prévoit la greffe. C'est possible. C'est là où on a le moins de risque d'avoir de la toxicité déjà avant la greffe. Okay. Après, quand il commence à y avoir vraiment des blastes, on sait qu'il faut quand même contrôler cette blastose pour avoir plus de chances de ne pas rechuter en post-greffe. Et le traitement de référence pour les syndromes myélodysplasiques de haut risque, c'est le Vidaza. Ça, c'est le papier Princeps en 2009. Ça commence à faire maintenant, mais avant, il n'y avait pas de traitement. C'était des gens qui étaient traités en soins palliatifs ou par chimiothérapie intensive. Et donc, c'est les hypométhylants qui ont montré une survie largement plus importante. Donc, là, avec Lazare, on a une survie qui est à 20 mois. Aujourd'hui, les études, c'est un peu moins. Cette étude était un peu particulière, française. Et en termes, ce qui était particulier, le Vidaza, qu'on ne connaissait pas avec les chimiothérapies,
c'est qu'en fait, le taux de réponse, vous voyez, le taux de réponse complète à l'azacitidine, comparé aux soins de support, c'est-à-dire juste faire des transfusions ou quoi, c'est 30%. Donc, ce n'est pas terrible de réponse. Mais par contre, on a pas mal de patients qui ont amélioré leur cytopénie, 50%, et surtout, ça a amélioré la survie. Donc, on est sur des médicaments, la Vidaza ou azacitidine, c'est un hypométhylant. On a parlé tout à l'heure de l'importance de la méthylation dans la physiopathologie de l'amylodysplastie. Donc, c'est un médicament qui va venir déméthyler. Et clairement, on sait qu'en fait, ça donne un avantage à l'hématopoïèse normale par rapport à l'hématopoïèse déficiente qui est myélodysplasique. Ce n'est pas une rémission, ça ne va pas tuer les cellules blastiques, ça n'éradique pas le clone leucémique. Ça module l'hématopoïèse en faveur de l'hématopoïèse normale. C'est pour ça que ça ne peut pas guérir. Et alors, quand on est en échec d'hypométhylant et qu'on a un SMD de haut risque, et ben, l'espérance de vie, c'est moins de 6 mois. C'est assez catastrophique. C'est un traitement, quand on le donne, il faut lui laisser le temps d'agir. Il y a des répondeurs tardifs. Il faut parfois aller jusqu'à 6 mois de traitement pour avoir une réponse. Surtout qu'on n'a pas tellement d'autres lignes thérapeutiques aujourd'hui en dehors des essais cliniques. Donc, quand on commence un traitement par hypométhylant, on peut aller jusqu'à 6 mois. Et on peut traiter les patients très âgés. C'est globalement bien toléré. Les effets secondaires du Vidaza, c'est les réactions au point d'injection, comme c'est des piqûres sous-cutanées qui peuvent donner des nodules, des choses comme ça, donc on donne dans ce cas-là un peu de cortisone topique. Et c'est de faire des cytopénies au début, un peu comme les chimios. Ça peut donner au début, il y a une toxicité hématologique du Vidaza, surtout au début. Donc le risque au début, c'est de majorer les cytopénies. Il faut quand même faire attention. Au début, on suit les patients, on leur fait des numérations 1 à 2 fois par semaine pour voir s'ils ne majorent pas leurs besoins transfusionnels. S'ils sont trop neutropéniques, on leur propose des prophylaxies par des antifongiques et des antibactériens. Enfin voilà, c'est quand même un vrai traitement, et donc avec des effets secondaires. Mais en dehors de l'effet hématologique et des douleurs au point de ponction, il n'y a pas d'autre effet. Il n'y a pas d'effet extra-hématologique du Vidaza. Ce n'est pas toxique pour le rein, ce n'est pas toxique pour le foie, enfin, ça n'a rien à voir avec les anthracyclines ou la racine. Ça peut donner un peu de nausée. Souvent, on donne du Zofren avec, mais rien à voir non plus avec les nausées qu'on a avec la chimie. Et oui. Comment on définit la réponse à l'azacitidine? Alors, la réponse, on va la définir sur la numération, la récupération des cytopénies, et sur le nombre de places dans la moelle aussi. D'accord. C'est comme pour les leucémies aiguës? Alors, pas tout à fait, parce que pour la leucémie aiguë, ce qui va compter, c'est surtout la réduction de glace dans la moelle, la normalisation de la numération aussi, mais souvent, ça va avec. Dans le myélodysplasie, tu peux avoir une réponse juste sur la numération sans avoir modulé ton nombre de glaces dans la moelle. C'est un peu ça la différence. On prend plus en compte, il y a ce qu'on appelle, tu vois, c'était montré sur cette diapo-là, le Hematological Improvement, HD. D'accord. D'accord, tu vas avoir Complete Response, Partial Response, et là tu vas avoir le Hematological Improvement érythroïde, neutrophilique et plaquettaire. Donc ça va vraiment être pris en compte, c'est les critères IWG dans les réponses pour les syndromes myélodysplasiques. On a modulé un. Donc on ne fait pas forcément un myélogramme. On fait un myélogramme parce que ça compte aussi. Donc on fait un myélogramme pour évaluer. Et souvent, quand on commence le Vidaza, on fait un myélogramme au bout de 3 mois. Donc on ne fait pas au bout du premier mois. Parce que si tu vois les réponses là, à 2 cycles, tu vois, les patients commencent à répondre après 2 cycles. Donc en fait, tu vois, les 3 cycles, c'est là. Si tu as la majorité des patients, tu attends 3 cycles. Mais on peut aller jusqu'à. C'est-à-dire que même si le patient ne répond pas après 3 cycles, s'il n'y a pas d'intolérance majeure, on va jusqu'à 6 cycles. Et un cycle, c'est 1 mois. Et c'est une injection par jour pendant 7 jours. Sauf chez les plus âgés où on ne fait que 5 jours. Et c'est un traitement qui est ambulatoire. Le patient, il vient souvent le premier jour faire notre traitement de jour et les autres jours, il le fait en HAD à la maison. Donc c'est quand même en HAD. Hein. Ça ne peut pas être un infirmière libéral qui le fait. Mais ça permet aux gens d'être à la maison. D'être à la maison. Et puis nous, on a des patients sous Vidaza depuis plusieurs années. L'été, ils vont faire leur Vidaza dans le centre à côté de là où ils vont. Enfin, du coup, ils s'organisent leur vie. On peut vivre, on a une vie différente. On peut vivre sous Vidaza pendant de nombreuses années. Une vie qui n'est pas normale, mais pseudo-normale. Mais bon, ça ne guérit pas. Et ils finissent par mourir de ça. Donc, c'est vrai que la greffe, c'est aujourd'hui le seul traitement qu'on a. Je vous parle de poids. C'est quoi ça? Ouais. Pour montrer que quand on compare la greffe
dans les syndromes myélodysplasiques, quand on a un donneur versus quand on n'en a pas, certes, c'est en faveur, mais ce n'est pas non plus, vous voyez. Là, en fait, au début, pourquoi c'est là et pas là? Parce qu'en fait, là, il y a toute la toxicité la première année de la greffe. Et une fois qu'on a passé le palier, on arrive à un palier de survie. Et au début, la première année, vous voyez, même la deuxième année, ce n'est pas complètement évident. C'est quand même des patients âgés, la greffe, c'est quand même assez toxique. Alors, depuis, la greffe a fait pas mal. Là, c'est 2015, depuis, ça a un peu changé. Ouais. En dehors de la toxicité de la greffe, il y a un risque de rechute ou pas? Oui, il y a aussi un risque de rechute, qui est de l'ordre de 20-30% aussi, si tout confondu. Et longtemps à distance de la greffe? Alors non, c'est majeur les 2 premières années, surtout la première année, mais les 2 premières années. Donc effectivement, dans cette courbe-là, il y a ceux qui sont morts de la toxicité de la greffe, et tu as raison, il y a aussi ceux qui sont morts de rechute. Merci. Et clairement, dans les SMD, le problème, il est tout autant la rechute que la toxicité. Par exemple, dans la plasie médulaire, il y a rechute quasiment pas, et parfois des non-prises de greffe. Le problème, c'est que la toxicité, ce n'est pas la rechute. Parce qu'on n'est pas sur une maladie clonale. Donc, vous voyez, en fonction de l'âge, ce n'est pas la même chose. Hein. Ce qu'on appelle la non-relapse mortality. Donc là, c'est que la rechute qui a la toxicité. Vous verrez dans les papiers, ils parlent de NRM et de TRM. Donc, TRM, Therapy Related Mortality. Là, c'est la tox. Et NRM, la non-relapse mortality. Être mort sans rechute. C'est un peu la même chose, mais voilà. Et après, il y a la relapse, qui est vraiment le taux de rechute post-greffe. Ça, c'est une étude qui a été faite chez nous sur nos patients greffés à Saint-Louis, qui a été faite chez les patients de plus de 60 ans. Et il y avait 82 patients qui étaient éligibles à la greffe, 68 qui ont été traités avant et finalement 33 qui ont été greffés. Donc ça, c'est aussi pour vous montrer la réalité entre les patients qui ont une indication théorique, c'est-à-dire au départ, qui n'ont pas de comorbidité, on pense greffer, qui ont un donneur et tout ça, et ceux qui arrivent vraiment à la greffe. Vous voyez, il y a quand même voilà, parce qu'entre-temps, il y a ceux qui ne répondent pas du tout au traitement, alors qu'ils avaient un excès de blast, on ne peut pas les greffer. Il y a ceux qui ont trop de toxicité sous traitement, il y a ceux où finalement ils n'ont plus de donneur, il y a ceux, enfin voilà, il y a plein de raisons, il y a aussi les complications autres. Enfin, voilà. Oh, il y a une flèche. Ça va être ajouté. Bon. Je pensais qu'il y a une flèche qui ne c'est pas très grave. Alors, je vous parle un tout petit peu avant qu'on ait fini des nouvelles thérapies un peu prometteuses dans les syndromes myélodysplasiques. Je ne voulais pas vous faire un défilé de tout ce qui existe comme traitement au cours d'essai, parce qu'en fait, il y en a plein, on dit ouais, ça va être le nouveau traitement, et puis en fait, après, il arrive en phase 3, puis ça ne marche pas. Et donc, voilà. Globalement, on a... ça, c'est pour que vous ayez essayé de les classer. Il y a des molécules qui vont cibler des voies. Donc, les voies de la méthylation avec les hypométhylins, l'apoptose par BCL2 avec le vénétoclax, par exemple. Il y a des molécules qui vont cibler des événements moléculaires. Par exemple, c'est les inhibiteurs d'IDH. Et après, il y a tout ce qui va être thérapie immunologique ou associée à l'immunologie, donc les anticorps ou des choses comme ça. Alors, clairement, on sait que Vidaza-Vénétoclax, aujourd'hui, c'est le traitement de référence pour les leucémies du myéloblastique du sujet âgé, en tout cas du sujet non éligible à la chimie intensive. Il y a des études en cours dans les SMD, mais on se demande est-ce que ça va devenir le nouveau traitement Vidaza-Vénétoclax pour les SMD. Aujourd'hui, ce n'est pas montré encore, parce que ça n'a quand même pas les mêmes patients, comme je vous ai dit. Un SMD n'est pas une petite leucémie. Et donc, les toxicités ne sont pas les mêmes et les maladies ne sont pas les mêmes. Donc, on attend de voir ce que ça va donner dans les SMD. Est-ce que ça va obtenir la MM comme dans la leucémie? Pour l'instant, ce n'est pas fait. Peut-être que quand je ferai le cours l'année prochaine, ça sera le cas. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Les inhibiteurs d'IDH. Alors, IDH1 et IDH2, je vous ai dit, c'est des mutations activatrices. Donc, on a des inhibiteurs. Le truc, c'est que c'est assez rare quand même. Vous voyez, en fait, globalement, tout cumulé, c'est moins de 10% des patients. Les mutations IDH. Et pour ça, on a ça, c'est dans la LAM. Hein. Donc aujourd'hui, l'inhibiteur d'IDH1 en association au Vidaza, ça a la LAM maintenant, dans les LAM, IDH1 mutés. Et dans les syndromes myélodysplasiques, c'est encore sous forme d'essai clinique. Mais on a des résultats assez prometteurs quand même, y compris en monothérapie. Les patients IDH1 mutés, notamment, en monothérapie, ça marche pas mal du tout. Mais c'est en cours d'essai clinique. Ça, c'était pour vous montrer, justement, c'est des essais cliniques qu'on est en train de conduire. C'est juste pour que vous sachiez, comme ça, si vous envoyez dans les stages où vous êtes, pensez à nous les adresser.
des patients qui ont des mutations IDH et un SMD, qui sont en deuxième ligne en échelle d'hypométhyle, en première ligne ou même de faible risque. On a 3 bras et on peut inclure tout le monde. Voilà. Et globalement, ça marche pas mal, notamment avec l'IDH1. Vous voyez, on a 91% de réponse complète en première ligne chez les patients qui étaient déjà de haut risque. Donc voilà, ça c'était pour faire de la pub. Pour les TP53, il y a quand même des espoirs, même si cette molécule, depuis, malheureusement, a montré en phase 3 que ça n'a pas marché. Mais ça, c'est l'APR 246, ou l'éprénétapopt, je crois que ça s'appelle. C'est une molécule qui reconforme justement la protéine TP53. Donc, on était assez motivés et ça donnait des résultats qui n'étaient pas complètement nuls. Mais voilà, la phase 3, ça n'a pas marché. Donc, je ne sais pas trop où elle en est dans le développement, si elle va continuer. On essaie de voir s'il n'y a pas certains sous-groupes. Mais bon. Voilà. Le sabatolimab, c'est un anti-TIM3. Globalement, c'est un inhibiteur de checkpoint, plus dans la thérapie. Pareil, c'est en bonne voie, mais ce n'est pas sûr que ça marche. Ça, c'est pareil, c'est des essais. Et l'anémie sidéroblastique. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Ah oui, non, ça, c'était juste des petits encarts sur l'anémie sidéroblastique, mais je vous en ai déjà parlé. Donc, avec la coloration de Pearls, le nombre de grains, la ferritie mitochondriale, la mutation SF3B1, la bonne survie. Là, vous voyez, c'est ceux qui sont mutés SF3B1 et ceux qui ne sont pas mutés SF3B1 en étant SMD de faible risque. Et pareil sur le degré de progression. Donc voilà. La LMMC, je n'en ai pas trop parlé. C'est juste parce que c'est des entités que vous allez voir. Donc, je vous dis, c'est frontière. C'est une prolifération de monocytes. Il faut savoir que si vous avez une monocytose et que vous ne savez pas si c'est de l'inflammation ou si c'est de la LMMC, il y a des tests en cytométrie en flux qui permettent de différencier les monocytes inflammatoires des monocytes de LMMC. Il y a des endroits où c'est fait, à Saint-Louis c'est fait, à Mont-d'Or c'est fait, à Ligère c'est fait. Donc ça c'est possible. Parce que la monocytose, c'est quand on a un syndrome inflammatoire, on peut avoir une monocytose. Ça permet de différencier le monocyte pathologique du pas pathologique. Globalement, dans la moelle, quand on fait une moelle de la LMMC, il y a de la dysplasie. Hein. S'il n'y a pas du tout de dysplasie, c'est un peu bizarre. Et c'est souvent associé à une splénomégalie. Et le traitement n'est pas tellement différent des traitements des syndromes myélodysplasiques de haut risque. Le syndrome 5Q, je n'en ai pas parlé beaucoup, mais c'est un syndrome qui est un peu à part aussi. Ce sont des femmes. Donc, c'est un syndrome où il y a juste la délétion du bras long du chromosome 5. Il n'y a pas d'autres anomalies cardiotypiques. Et souvent, la numération est assez typique parce qu'en fait, ça donne une thrombocytose avec des plaquettes qui peuvent atteindre 1 million. Ça donne juste une anémie qui est très macrocytaire. Et les mégas ont cet aspect classique. Donc ça, souvent, ils disent même sans la cytogénétique, les cytologistes ont un aspect des mégas. Et il y a une anomalie avec une délétion du bras long du chromosome 5. Et depuis, on a pu mapper, vraiment designer la délétion communément délétée. C'est-à-dire si on prend tous les DEL5Q qu'on connaît, il y a une zone qui est toujours inclue dans cette délétion. Et depuis, on a vu que ça contenait certains gènes et on a compris comment, en délétant ces gènes-là, c'était l'origine de ce syndrome. Globalement, c'est un faible risque de transformation. Il y a un traitement spécifique pour cette forme qui est le Revlimid, mais attention qu'on donne en échec de PO. PO reste la première ligne quand même pour ces patients. Et voilà. Donc, c'est des maladies hétérogènes. Vous avez vu que la plupart du temps, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a quand même des prédispositions génétiques. Aujourd'hui, la plus fréquente, je n'en ai pas parlé parce que je pense qu'en phase socle, ce n'est pas le débat, mais il y a une mutation qui s'appelle un gène qui s'appelle DDX41, qui, quand il est muté de façon constitutionnelle, prédispose au fait de faire un syndrome myélodysplasique. On pense aujourd'hui que c'est entre 5 et 10% des myélodysplasiques qui sont des mutés de façon constitutionnelle. Le syndrome myélodysplasique peut être associé à des manifestations auto-immunes, c'est pareil, je ne vous en ai pas parlé parce que en fait, ça, ce n'est pas le sujet. Il y a des gens qui font toute leur carrière sur la désimmunité associée au syndrome myélodysplasique. Et il y a des internistes qui travaillent beaucoup dessus aussi. Vous n'oubliez pas, c'est vraiment important pour vous plus tard, et si vous faites des consultes, et si vous avez, parce que dans les services, les myélodysplasiques, dans les services d'hémato, ce n'est pas forcément ce qu'on connaît le mieux. Vraiment, il faut prendre en compte ce que souhaite le patient. Je pense que c'est très important. Vous avez vu que c'est des maladies en fait chroniques, hein, surtout quand on ne les greffe pas, avec des espérances de vie qui sont variables, qui ne sont pas très longues. Il faut vraiment que le patient ait un projet et adhère à tout ça.
Et il y a quand même des nouveaux traitements qui arrivent, même si je n'ai pas trop insisté dessus, parce que je pense qu'en fasse ça, ce n'est pas le but non plus de faire le catalogue de tout ce qui existe, mais il y a quand même des choses. On espère que ça va changer un peu le pronostic des patients dans les années qui viennent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? En ligne, il y a des questions. Je ne vois rien. C'est que non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi. J'ai un mail, Marie Cébert. En fait, je m'arrête un peu.